Aujourd'hui, dans le podcast AWS en français, on parle d'une plateforme d'alerte pour les traders de crypto-monnaies. Ça fait beaucoup de mots-clés. Ça se passe sur AWS, sur le cloud AWS évidemment. On en parle, c'est tout de suite, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous le savez, c'est tous les vendredis, une semaine sur deux, un retour d'expérience avec des clients, des partenaires, des développeurs pour apprendre de leur architecture, de leur expérience et vous inspirer également. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bertin, qui est cofondateur et tech lead chez CoinAct, et Sébastien Napoléon, cofondateur et lead architecte chez CoinAct également. Sébastien, vous l'avez déjà entendu dans le podcast AWS en français, c'est pas la première fois que tu es là. On avait fait un récap d'une journée de reInvent, je me souviens, on avait enregistré ça sur une chaise dans un couloir du Venetian à Las Vegas, et puis j'espère t'y revoir encore une autre fois. Messieurs, merci d'être là. Vous bossez depuis plusieurs mois sur CoinAct. Dites-moi, CoinAct, c'est quoi? Ouais, alors CoinAct, déjà merci pour l'invitation, c'est cool de pouvoir en parler. Déjà, le projet a commencé en mars 2022, donc ça fait quand même un petit peu de temps que l'idée mûrit. Ouais, quand même. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une solution pour les traders de crypto-monnaies qui leur permet d'être alertés quand il y a des événements qui se produisent sur le marché des crypto-monnaies. Et bon, des événements, c'est assez large, donc on propose en fait une manière de sélectionner, de paramétrer les événements que les traders sont intéressés, et on va pouvoir leur analyser le marché, détecter ces événements-là et leur envoyer sur des canaux qu'ils configurent du type Discord, Telegram ou du Webhook pour les utilisateurs plus business. Et donc aujourd'hui on est très focus sur la partie alerting parce que c'était le premier besoin qu'on avait identifié, donc besoin identifié il y a déjà 2 ans presque maintenant. C'est là où il y avait le plus de demandes, il y avait plus d'intérêt, mais sur un plus long terme, on aimerait bien être une plateforme au sens plus large, une plateforme de données au sens large, où on peut faire de l'alerting, mais on peut faire de la visualisation de données différentes. En fait, on veut vraiment, si possible, on ne sait pas si on va arriver jusqu'à là, mais faire vraiment un écosystème complet d'outils, de données, de visualisation pour les traders de crypto-monnaies toujours. Donc vos clients, ce sont des traders de crypto-monnaies, des gens qui achètent et revendent différentes cryptos sur différents marchés. Ces gens-là ont besoin de savoir quand quelque chose va se passer, qui va influencer un cours à la hausse ou à la baisse. Et donc je devine que votre architecture, c'est collecter toutes ces données qui sont susceptibles d'être intéressantes pour vos clients, proposer une interface graphique, je suppose, pour que vos clients puissent définir un filtre, et puis avoir une porte de sortie vers des canaux d'alerte, à mentionner quelques-uns, Telegram et autres. À haut niveau, j'ai compris ce que c'est ? C'est ça. Ok, c'est ça. Alors on va rentrer dans les détails comme on fait chaque semaine. Les auditeurs du podcast le savent. Comment ça marche ? Vous avez déployé sur le cloud AWS, je suppose, sinon vous ne seriez pas là pour en parler. Donc commençons par le haut niveau et puis on rentrons dans les détails. À mon avis, il y a 3 groupes de détails. Il y a l'ingestion des données, il y a le stockage, le traitement, les filtres, et puis la porte de sortie, les outputs. Ça, je suppose que c'est simple, c'est relativement simple, c'est des API. Donc à haut niveau. Alors, sur l'injection des données, à la base, on a commencé même pas sur AWS, sur un VPS. Donc, le 3e cofondateur qui n'est pas là aujourd'hui avait un VPS qui tournait avec des scripts qui permettaient de se connecter à différents exchanges, des exchanges de crypto-monnaies. Et lui, il allait récupérer tout ce qui se passait là-bas, il les agrégeait ensemble et il leur sortait des événements. Au bout d'un moment, le VPS, c'est bien, mais c'est pas très pratique. Du coup, c'est là où on est arrivé, on a dit, il y a AWS qui est là, on va pouvoir essayer de déployer ça sur le cloud. Il y a peut-être mieux à faire, et puis Vincent et moi on baignait déjà un peu dans le monde du serverless, etc. On s'est dit ça pourrait être intéressant d'utiliser des services serverless comme de la Lambda, ça coûterait certainement moins cher peut-être que ton VPS. On va pouvoir avoir de la ségrégation au niveau de la mémoire, etc. Ne pas avoir qu'une seule machine qui partage tout, mais différentes Lambda pour chaque script qui auront sa propre mémoire. Et du coup on est parti sur un système à base de Lambda qui va aller piocher dans les différents exchanges. On a différents types d'événements, comme on a pu le dire, qui vont aller questionner les exchanges, récupérer les événements, et derrière, agréger, traiter la donnée, et les renvoyer en aval dans EventBridge. Donc là, on est sur une architecture qui est 100% événementielle,
un événement égale un event dans EventBridge qui sera ensuite envoyé à la partie où Vincent est un peu plus maître de ça, et elle sera consommée derrière par notre backend. Et du coup, je laisse la main à Vincent sur cette partie-là. Oui, donc comme Sébastien l'a dit, globalement, l'analyse, tout ce qui est analyse, récupération des données, c'est assez simple aujourd'hui. Et globalement, on a des lambdas qui tournent, qui vont récupérer des données en allant chercher, en allant communiquer avec des API, des échanges de crypto-monnaies. Et ensuite, on en sort plein d'événements, on envoie tout ça dans EventBridge. Et on a la deuxième grosse partie du projet, qui est la partie alerting. Donc on a bien séparé en fait ces deux parties, la partie analyse de détection et la partie alerting où on a notre application web, etc. D'ailleurs pour petite parenthèse, on travaille en domaine driven design. Donc c'est pour ça qu'on a identifié ces domaines métiers, on a identifié bien les frontières entre les différents éléments. Et c'est comme ça qu'on arrive naturellement à ces deux grosses parties. Donc la partie alerting va consommer tous ces événements-là qu'on a émis, qu'on a détectés. Et là, on va faire effectivement des filtres pour voir quels utilisateurs a configuré des alertes qui vont être intéressés par les événements que nous, on a détectés. Donc tous ces filtres-là, ça se fait aussi dans des lambdas. Globalement, on a que des lambdas, on n'a pas de stack data compliqué, j'ai envie de dire. Déjà parce que ça coûterait un petit peu plus cher. Et puis des lambdas, on sait faire, c'est du code classique. Donc il y a tous ces filtres-là, il y a différentes étapes, toujours dans des lambdas, c'est distribué. Et à la fin, on se retrouve avec des événements à envoyer dans certains canaux. Et là, comme tu l'as dit, oui, c'est relativement simple, parce que globalement, c'est des SDK, voilà, c'est pas la partie la plus compliquée du projet. Vraiment, le cœur, voilà, c'est de prendre tous ces événements-là et de filtrer, savoir quoi envoyer à qui, quoi. C'est ça, quoi envoyer à qui et le plus rapidement possible. Aussi, oui, c'est mieux. Il y a plusieurs choses intéressantes que vous avez dites, lambda, c'est un lapsus là-dedans. Le lapsus est amusant. Donc vous êtes parti sur des lambda, donc vous êtes parti en serverless, vous n'avez plus de bonne vieille virtual machine. Vous êtes entièrement basé sur une architecture événement avec EventBus. Première question, et donc il n'y a pas de data store aussi, ça veut dire que vous ne persistez pas les données, l'historique des données, tout ça c'est conservé ou c'est perdu après que des événements aient été générés? Ouais, bah ça c'est, y a un petit peu des deux. Globalement, tous les événements qu'on détecte, on va pas tous les persister. Alors, on aimerait bien avoir une sorte de gros data lake, on met tous nos événements dedans. Ce serait top. Mais ça coûte cher. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui nous bloque un petit peu, mais on aimerait bien. Mais par contre, on stocke quand même l'historique de déclenchement des alertes de nos utilisateurs. Donc, au final, on va stocker une certaine partie des événements qu'on va détecter. Et c'est les événements en fait, qui ont intéressé, qu'on a envoyés à nos utilisateurs, qui ont matché des alertes. C'est ce qui nous permet ensuite d'avoir un filtre, un fil d'événements plutôt qu'on propose dans notre web app où les utilisateurs peuvent scroll comme ça et voir tous les événements qui ont été détectés par leurs alertes. Donc là, comme ça, on peut construire un petit feed très simple d'événements, un petit peu comme des timelines sur des réseaux sociaux et des trucs comme ça. Et nous, c'est des événements de marché. Donc c'est seulement ce truc-là qui reservent après à l'API que vous donnez à vos utilisateurs ou à l'interface graphique que vous donnez à vos clients. C'est ça. C'est seulement ces éléments-là qu'on stocke. Qu'est-ce qui déclenche les lambdas? Elles se déclenchent sur un scheduler régulièrement? C'est de l'EventBridge Scheduler pour la plupart qui sont déclenchés à certaines fréquences. On commence à arriver à une limite de la lambda aussi, où on se rend compte qu'on a des scripts. Alors, au début, ces scripts-là, ils frôlaient avec la limite des 15 minutes. Donc, du coup, on a commencé à faire un peu d'optimisation. On les a optimisés en fait, on s'est dit c'est du Python derrière, donc on a commencé à faire du multithreading, après on est passé sur de l'ARM avec du Graviton, ce qui a fait en sorte qu'on est passé de 15 minutes à, pour certains, 5 minutes. Waouh, donc c'est cool. Divisé par 3. Ouais, c'est ça, c'est cool. Sauf que en fait, on va être le plus real-time possible et essayer de ratisser le plus d'événements finalement, et on se rend compte que si on continue, on va avoir des lambdas qui seront déclenchés, disons, toutes les 5 minutes. Pour une lambda qui dure 5 minutes, on commence à arriver sur un anti-pattern de la lambda, donc il y aura certainement des choses à repenser ici quand on aura soit un peu plus d'argent, soit un peu plus de temps aussi, d'aller regarder d'autres solutions pour avoir peut-être des WebSockets ou des choses qui écoutent en continu, en fait, pour envoyer ces events. Oui, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de repasser sur des containers ou des VM, parce que finalement, quand on a
une charge de CPU constante, enfin un workload constant, Lambda n'est pas nécessairement le moins cher pour pouvoir faire ça. C'était le grand débat qu'il y a eu l'année passée avec Amazon Prime Video qui avait annoncé qu'il repassait sur un monolithe sur une virtual machine et que la presse a mal interprété. Je le répète à chaque fois en disant Amazon arrête le serverless. Non, ils n'avaient pas compris du tout ce dont il s'agissait. Mais là, dans votre cas, peut-être ça aurait du sens. Ou alors, tu disais quoi comme autre alternative? Pour l'instant, c'est l'alternative sur laquelle on se penche le plus. En fait, il y a certaines lambdas qui sont très bien restées sur des lambdas parce que c'est des scripts qui peuvent tourner assez souvent, mais en fait, ils vont durer, 10 à 20 secondes. Pas de souci là-dessus. Par contre, sur les gros scripts, là, on commence à se pencher et peut-être mutualiser, avoir une EC2, de l'ECS, on sait pas encore, mais il va falloir qu'on réfléchisse à ce moment-là si on veut vraiment ratisser le plus d'événements possible. Ouais. Et oui, c'était WebSocket que tu avais cité. Est-ce qu'il y a des places de marché qui peuvent pousser de l'information aussi? Vous pouvez. Totalement, ouais. D'accord. Ah oui, et donc les WebSockets impliqueraient un container puisqu'il faut rester à l'écoute. Exactement. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, on peut faire du WebSocket dans Lambda aussi, mais pendant 15 minutes, quoi. C'est Ce ça. qui limite l'intérêt aussi. Donc ça, c'est pour l'ingestion. J'ai une petite parenthèse business. Enfin, si on me demandait de faire ça, techniquement, je vois bien comment ça marche et je crois que je serais capable de le faire. Mais savoir quoi aller chercher et où, il faut quand même une bonne connaissance du monde de la crypto en général. Ça vient d'où, ça, hein? Ça vient principalement du troisième cofondateur qui n'est pas là, qui a eu toutes ces idées dans la tête. En fait, c'est lui un peu le cerveau du projet. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'événements qui sont très connus. Enfin, on peut en citer notamment un, moi, qui me vient en tête tout de suite, c'est ce qui s'appelle le Big Order, donc le grand achat. Il y a une entité X qui fait une grande commande prenons par exemple le Bitcoin, qui achète un certain pourcentage du marché. La personne va vouloir être notifiée si, par exemple, une entité achète 3% du capital du Bitcoin qui est en cours. Chez nous, ça va déclencher un événement qui s'appelle Big Order. Donc là, les personnes peuvent écouter là-dessus. Donc ça, c'en est un qui est très connu et qui est facile. Après, nous, on a aussi des événements qui sont custom, qu'on fait nous-mêmes, où il n'y a que nous, entre guillemets, qui sachons le faire. Et c'est à ce moment-là où ça devient un peu plus intéressant. En faisant de la corrélation de plusieurs sources de données. On peut avoir c'est ça, exactement. On peut avoir de la corrélation. Après, on va prendre les données de tous les exchanges, on va les mettre ensemble et on peut avoir, il y a peut-être cette entité qui est en train d'acheter en même temps sur tous ces exchanges-là. Il y a ce genre d'événements qui commence à être un peu plus compliqué, où il y a encore plus de business value là-dessus. Et donc, quand il y a un événement, vous le postez sur EventBridge, où la suite du processing, le filtre et tout, on va en parler dans une minute, se passe, mais j'essaye de suivre la data pour le moment. Vous le postez dans quel format sur EventBridge? Parce que je suppose que toutes ces places de marché ont des formats différents. Est-ce que vous avez normalisé sur un événement pivot, et donc vous avez des conversions de JSON à JSON vers un pivot ou pas? Exactement. C'est exactement ça. On convertit tout en un événement métier qui est, on travaille vraiment en termes de domaine et avec des événements métiers qui nous sont propres. Et à ce moment-là, on les convertit tous sur la même chose, qui sont ensuite consommés par la partie back. Ce sont des patterns, enfin bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai des cheveux blancs. J'ai travaillé il y a 20-30 ans sur il y a 25 ans, sur des EAI, des Enterprise Application Integration, donc des bus de services au sein d'entreprises dont le but était de faire échanger les différents packages, les différentes applications, et il y avait ce concept de format métier pivot finalement, pour pouvoir facilement passer d'un package à l'autre et vous réappliquer ces bonnes vieilles recettes testées et bien connues de l'industrie. Bah oui, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si demain on vous demande d'ajouter une nouvelle place de marché ou quelque chose, vous n'avez qu'une seule transformation à écrire, votre format à vous, et vous ne devez pas retravailler tous les filtres et autres. Ok, donc EventBridge, si vous ne connaissez pas, c'est un bus de données. Donc il y a des API qui peuvent, ou des services qui peuvent publier de la donnée là, et puis il y en a d'autres qui peuvent s'abonner et recevoir des notifications quand il y a un événement. Les notifications peuvent être, si je ne me trompe pas, filtrées aussi. On peut dire s'il y a telle valeur ou tel champ, etc. Alors je veux être notifié. Donc vous postez les lambdas, une lambda par place de marché au moins, plus peut-être d'autres posts sur EventBridge. Comment vous réalisez le filtre avec les demandes de clients? Parce que vous pouvez avoir, mais je vous le souhaite, des centaines de milliers, des millions de clients à un certain point, qui vont chacun faire des dizaines de filtres. Ça fait beaucoup de combinaisons. Comment ça marche? Alors, pour les alertes, on a plutôt 2 gros filtres, ou peut-être 3 maintenant. Et donc il y a 3 étapes globalement qu'on va vouloir passer à travers ces 3 filtres-là. Et
le premier truc qu'on fait, c'est récupérer. Donc, quand on consomme un événement est lié à une crypto-monnaie, forcément. Il s'est passé quelque chose sur cette crypto-monnaie-là. Et il y a un type d'événement. Donc, le premier truc qu'on fait, c'est on récupère toutes les alertes qui sont configurées sur le type d'événement qu'on reçoit, qu'on va ingérer. Et ça, tout ça, c'est dans DynamoDB. Donc, on ne peut pas faire plus de filtres que ça. On pourrait imaginer une base de données SQL où on fait plein de where, etc. Mais c'est pas notre cas. Donc, on va récupérer tous les alertes. On appelle ça des candidats, en fait. Des alertes qui pourraient correspondre à l'événement qui est en train d'être ingéré. Et à partir de là, on va faire du matching. On va regarder les paramètres de l'alerte configurés par l'utilisateur. On va regarder les paramètres de l'événement parce que tous nos événements ont toute une suite de paramètres et chaque type d'événement a des paramètres qui lui sont propres. Et là, globalement, c'est du code classique. Chaque paramètre peut avoir sa méthode de comparaison. Des fois, c'est du inférieur égal, des fois, c'est du égal, toutes sortes de choses. Et après cette première étape, donc on se retrouve avec des alertes qui potentiellement ont passé la première étape de filtre, donc qui ont les mêmes paramètres que l'événement qui a été ingéré. Donc potentiellement, la personne est intéressée par cet événement-là. Et la deuxième grosse étape aussi, c'est savoir si la crypto-monnaie qui est à l'origine de cet événement-là intéresse aussi l'utilisateur. Donc des fois, on a des utilisateurs qui veulent juste toutes les crypto-monnaies, donc il n'y a pas de filtre. À ce moment-là, on ne fait pas grand-chose de plus et on peut envoyer la notification. Mais dans d'autres cas, en fait, on propose un système où les utilisateurs peuvent choisir vraiment les crypto-monnaies qui les intéressent. Donc soit ils peuvent choisir individuellement telle crypto, ou on propose aussi un système de tagging où nous-mêmes, on va regrouper des crypto-monnaies par narratif ou des choses comme ça. Et avec ces deux éléments-là, les utilisateurs peuvent créer ce qu'on appelle une watchlist. Donc, ils peuvent configurer des alertes sur une watchlist. Donc, la première étape, c'était est-ce que l'événement est intéressant, les paramètres, le type, etc. Et est-ce qu'il s'est produit sur une crypto-monnaie qui m'intéresse. Ça, c'est la deuxième étape. Et globalement, on doit regarder, on a une liste de crypto-monnaies qui intéressent l'utilisateur. On regarde si ça match l'événement qui a été reçu. Et quand ces deux étapes-là sont passées, on peut considérer que l'alerte est déclenchée. Et à ce moment-là, on va envoyer la notification. Et après, il y a différents processus aussi qui sont déclenchés à partir de là, comme on a des compteurs, des trucs comme ça aussi, par exemple, déclenchement. Mais globalement, le processus ici, il est fait. Donc globalement, c'est du code métier, quoi. On fait très peu de choses avec notre base de données, forcément, puisque c'est du Dynamo, quoi. C'est une clé-valeur. Et voilà. Il y a un truc qui m'échappe, j'ai pas compris. Ouais. Où est-ce que vous insérez la notion de client, d'utilisateur ? Est-ce que quand un event arrive, vous checkez tous les filtres de tous les utilisateurs, ou vous avez des filtres génériques, et puis c'est plus loin, vous dites ça va intéresser cet utilisateur-là. Comment ce filtre, sans jeu de mots, cette énorme matrice de combinaison de filtres et de clients ? En fait, les clients, on réfléchit pas vraiment aux clients quand on fait ces filtres-là. On manipule surtout des alertes à ce niveau-là. C'est qu'on a toute une liste d'alertes, donc évidemment qui ont été créées par des clients, des utilisateurs, mais c'est pas très important à ce niveau-là. Ça en a plutôt une liste d'alertes candidats, comme je disais, qui est le critère en fait de sélection. Comme on est dans DynamoDB, ça va être des trucs égaux, quoi, PKSK. Donc on va récupérer toutes les alertes qui sont sur le type d'événement qui correspond à l'événement qu'on reçoit. Donc si on prend l'exemple du big order que disait Sébastien, on reçoit un big order, on va demander à DynamoDB, donne-moi toutes les alertes sur big order. Donc potentiellement, il y a plein d'alertes qui vont pas être intéressées puisque c'est des paramètres différents qui correspondent pas à l'événement qu'on reçoit, mais on peut pas vraiment faire autrement avec DynamoDB, quoi. On récupère tous nos candidats.
C'est ça la pièce qui me manque, et c'est DynamoDB. Donc, toutes les alertes définies par vos clients sont dans DynamoDB. Oui. Elles sont liées à un criteria, Big Order par exemple. Et donc, vous pouvez aller lire dans DynamoDB la liste des alertes qu'il faut vérifier. C'est bien ça, là, j'ai compris. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et à la fin, si une alerte se déclenche, alors je suppose qu'il faut retourner dans DynamoDB pour voir quel était le client qui avait demandé cette alerte. Oui, vous l'avez peut-être dans les données qui sont remontées de DynamoDB, et donc vous pouvez connaître les canaux de ces clients-là. Oui, c'est ça. Donc, on a tout le temps, on a l'ID de la personne qui a créé l'alerte ou n'importe quoi, forcément. Donc quand on émet notre événement, une alerte est déclenchée, on a toutes les infos de l'alerte, les paramètres, son ID, l'ID du client. Et là, à ce moment-là, on a dans notre petit domaine de notification qui va consommer ces événements-là de alerte déclenchée. Lui, il consomme l'événement. Dans l'événement, là, il y a l'ID du client, l'ID de l'alerte. Donc lui, il va regarder dans sa propre table DynamoDB, ok, quel canal l'utilisateur a configuré pour cette alerte-là. Et là, on peut envoyer la notification très facilement ensuite, quoi. Ça veut dire que si 100 clients définissent exactement la même alerte, vous allez avoir 100 fois ce processing-là pour le moment. Ouais. Ok. C'est ça. Donc j'avais bien compris. Ok. Ouais. Et c'est là que je me disais, ok, peut-être qu'il y a une optimisation dans le système qui fait que les alertes sont calculées qu'une seule fois et puis après ventilées sur le client. On n'a pas de choses comme ça, non. Ça pourrait peut-être être fait, mais ça fonctionne bien déjà comme on a actuellement, quoi. Et donc ce travail-là se fait dans des lambdas également, qui se déclenchent quand il y a un événement qui arrive sur le bus, qui va lire les DynamoDB et qui fait tout le calcul pour générer d'autres événements. Oui, c'est ça. Et le processus en lui-même de déclenchement, les étapes que j'ai mentionnées, et ça se fait pas non plus dans une lambda. Tout ça, c'est distribué. Chaque processus, chaque alerte, on va dire, a son propre processus de déclenchement avec plusieurs étapes. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes étapes puisque des fois, les utilisateurs, comme je disais, sont intéressés par toutes les cryptos. Donc forcément, on n'a pas de filtre à appliquer. Mais tout ce processus-là, c'est des événements. C'est chaque étape, c'est une lambda, un événement. Il y a Step Function qui est impliqué aussi, parce que je perçois un principe de workflow et de séquençage de différentes fonctions lambda. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup penser à Step Function. Ça paraît être un choix évident, mais on n'en a absolument pas. On est vraiment que avec du lambda, événement pur. Et la raison pour laquelle on n'utilise pas Step Function, bon, déjà, il y a une histoire de coût. Ça coûterait un petit peu plus cher, ce serait différent. Et personnellement, je suis pas fan de Step Function aussi. Surtout la définition, en fait, la définition de la Step Function avec donc c'est en JSON ou en JSON. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. En fait, moi, je suis fan de TypeScript en gros, et j'aime bien tout gérer avec TypeScript. D'ailleurs, c'est pour ça, au passage, CDK TypeScript, c'est trop bien. Mais la définition de la Step Function, la maintenance, je suis pas fan d'un point de vue expérience développeur. J'avais pas trop envie. Et après, bon, forcément, il y a une histoire de coût qui est rentrée en jeu. Et globalement, des lambda, Event Bridge, ça marche très très bien. Et on est content avec ça aussi. Et vous devez parfois persister l'état d'un t'as dû coder un mini workflow en TypeScript, alors est-ce que parfois il faut persister l'état, recommencer si une opération a échoué ou des choses comme ça? Pour ces étapes-là, on compte beaucoup sur SQS. On consomme Event Bridge via SQS. Donc s'il y a un truc qui s'est mal passé, il y aura le retry automatique de SQS. Et après, il y a une étape dans le déclenchement que j'ai pas mentionné, qui est une petite feature où on va persister un état. Pour essayer de dire rapidement, c'est qu'on propose aussi de déclencher des alertes quand plusieurs événements se sont produits dans une fenêtre de temps, et pas un événement ou un événement. En fait, c'est un petit peu comme faire un et logique, quoi. Quand une alerte, quand ça et ça se sont produits dans une time frame donnée. Donc ça, c'est une autre étape. Et là, forcément, on va persister le contexte un petit peu de déclenchement pour se souvenir quels événements ont été déclenchés, etc. Et sinon, Et là aussi, c'est DynamoDB. Oui, DynamoDB. Et là, ça marche très bien aussi, puisque
On a un ID qui correspond à l'alerte et tout. Enfin, ça marche très très bien aussi pour ce cas d'utilisation. Tu voulais rajouter quelque chose, Sébastien ? Moi, c'était juste pour dire tout ce qui est du coup les parties SQS, etc. Donc, on a souvent le pattern Event Bridge SQS lambda. Si jamais la lambda fail au bout de 2 fois, enfin échoue 2 fois par exemple, on a toujours aussi une DLQ qui est branchée sur cette lambda qui nous permet d'aller récupérer les événements au cas où on aurait un problème. Des fois, on fait forcément appel à des tierces parties, que ce soit des exchanges crypto ou autres. À ce moment-là, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Donc, on peut aller réanalyser les messages dans ces DLQ, les redrive aussi. Depuis peu, j'ai vu qu'on pouvait redrive directement depuis la queue, directement dans la lambda. Programmatiquement, maintenant. Ouais. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là aussi qu'on a mis en place, où c'est assez important. Juste pour récupérer tout le monde, les DLQ, comme tu dis, c'est les Dead Letter Queue. Donc, si un message d'une queue n'est pas processé ou est processé plusieurs fois en erreur et donc n'est pas enlevé, n'est pas processé par la lambda, pour ne pas bloquer la queue, on enlève le message, on le met dans une queue à côté qu'on appelle une Dead Letter Queue, qu'il faut après aller analyser pseudo manuellement pour comprendre pourquoi ce message n'a pas été processé, et puis on peut le remettre dans sa queue une fois que soit l'application qui processe le message a été fixée, soit le message a été transformé s'il y avait une erreur dans le message également. Ouais, ce sont des patterns d'intégration asynchrone assez classiques, mais qui marchent bien. Vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez partager une idée du volume? Alors peut-être pas de clients, etc., mais plutôt du nombre d'événements ingérés, du nombre de déclenchements de lambda par jour, ou de messages sur le bus, ou enfin, qu'est-ce que vous monitorez? Ça va dépendre beaucoup des journées en fait. Forcément, on est très relié au marché. Donc si le marché s'énerve un peu, il se passe quelque chose, qu'il y a un crash ou autre, où la valeur du Bitcoin, qui est souvent la monnaie référente quand même, monte très vite ou descend très rapidement, on remarque que l'activité sur la plateforme est croissante, parce que forcément, il va y avoir plein de personnes qui vont acheter et vendre, il va y avoir plein de mouvements sur les marchés. Du coup, à ces moments-là, on a pu remarquer qu'on est monté jusqu'à ces 5000 événements dans Event Bridge à la minute. Et niveau lambda, je crois qu'on était à... ça fait 5000 aussi, parce qu'un événement dans Event Bridge égale une lambda, donc 5000 lambda à la minute aussi. 83 événements à la seconde pendant plusieurs heures. C'est ça, et ce qui fait qu'on est arrivé des fois... Donc, la première fois que ça nous est arrivé, on s'est rendu compte qu'on est arrivé à certaines limites de lambda, donc les limites, des soft limites d'AWS forcément. La concurrency, enfin les exécutions concurrentes de lambda par exemple, qui sont, si je me trompe pas, à 100 maintenant par défaut sur les comptes AWS, on a dû écrire un petit ticket au support pour demander si c'était possible de les augmenter. Ouais, parce qu'on avait plus de 100 lambda qui s'exécutaient en parallèle, donc sur la même fenêtre de temps, ce qui faisait que du coup les autres derrière étaient soit throttle ou autre. Et si je me souviens bien, il y a deux limites, hein. Une fonction lambda a une concurrency limite, et puis il y a une limite au niveau de tout le compte également. Oui. Et là, ça se passe bien, on rentre le ticket au support et puis on reçoit une réponse rapide, ou c'est très compliqué? Non, ça se passe très bien, en vrai, c'est assez rapide. Bon, après, on n'est pas encore en Enterprise Support, donc on a peut-être un peu plus de temps que quand on est sur Enterprise Support. Mais sinon, ça se passe assez rapidement. En moins d'une journée, en général, on a la chose. Finalement, nous, en fait, les fluctuations qu'on a eues, donc la première fois, ça arrive sur 2, 3, 4 heures. En 2, 3, 4 heures, on n'a pas eu le temps que le ticket soit traité, mais le marché s'est calmé et du coup, on a moins d'appels sur les lambda. Et le fait d'avoir de l'asynchronisme aussi, on a le retry automatique. Enfin, il y a des mécanismes qui font qu'on ne perd pas d'événements finalement. C'est ça le plus important en fait, c'est s'assurer que une fois que les lambdas qui ont capturé l'événement le postent dans EventBus, ils soient traités avant de disparaître. La sortie d'EventBridge, c'est toujours SQS chez vous. Donc au final, c'est SQS qui va faire le buffer et qui va accumuler pendant une période de temps les messages. Exactement. Le nerf de la guerre, ça coûte combien de tourner ce genre de plateforme avec ce genre de métriques? Parce que vous avez fait un choix fort d'architecture, de travailler en serverless et en event-driven architecture, donc vous n'avez pas de frais constants, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vos frais vont varier en fonction de l'activité. Sans dévoiler de secret, on est dans quel ordre de grandeur? Aujourd'hui, on est entre 600 et 800 $ par mois au niveau du coût de l'infra au global sur AWS. Ce qui est pas beaucoup pour traiter 80 messages par seconde. Enfin non, ce sont des pics que tu as annoncés. C'est ça, c'est des pics. Tu as une idée de la volumétrie mensuelle? On n'a jamais regardé vraiment la volumétrie mensuelle. On sait juste que... Par jour. Ouais. Oui, c'est ça.
Mais on sait juste qu'au début, c'était beaucoup lambda, parce qu'on avait tous ces scripts, etc., qui prenaient du temps. Et finalement, on voit aujourd'hui que c'est plus DynamoDB qui commence à nous coûter cher. On est sur une dizaine d'euros par jour en moyenne sur DynamoDB. On a été regarder hier, 80% des coûts sur DynamoDB qui sont du RIG. D'accord. Et comment on pourrait diminuer ces coûts-là ? Les coûts de DynamoDB, je sais pas trop comment on pourrait les réduire, puisque en fait, c'est comme on travaille beaucoup d'événements, et on va chercher constamment quelle alerte et match cet événement-là. En fait, c'est là que s'expliquent les coûts de read, encore plus quand le marché s'affole et qu'on est à 6000 événements par minute. Ça fait beaucoup de read dans DynamoDB, et ça fait potentiellement du read dans le vide, parce que on est à 6000 événements par minute, par pic, et en moyenne, on est à peu près à 25 000 alertes déclenchées par jour. Donc on a vraiment une différence entre tous les événements qu'on a détectés et les événements qui intéressent nos utilisateurs. Et pour réduire ces coûts-là, moi, je sais pas si tu as une idée, Sébastien, mais... je pense à une, mais elle est peut-être idiote aussi, c'est mettre un cache, parce que c'est essentiellement de la lecture, comme tu le dis, et ces données ne changent pas très souvent, donc un cache en mémoire pourrait avoir du sens, mais il doit y avoir un seuil, parce que le cache, lui, il a un coût, il va être up 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas c'est pas un serverless, donc il y a un seuil limite à partir du moment où ça va devenir rentable. C'est ça, peut-être qu'on n'a pas fait les calculs, certainement au bout d'un moment, ça pourrait être rentable, mais pour l'instant, on n'a pas... Pour le moment, pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est dit que ça nous coûte pas encore assez cher pour pouvoir penser à ce genre de choses. c'est un problème pour plus tard. Exactement. Ouais, c'est un problème à la fois. T'as dit un autre chiffre, j'allais poser la question aussi, 25 000 alertes par jour, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Tout canaux confondus, etc. Ouais, ça, c'est des alertes déclenchées. Donc, on a à peu près autant de notifications forcément envoyées. Des fois, il y a forcément des utilisateurs qui configurent mal leur channel, donc on n'a pas forcément du 1 pour 1. Et nous, on a 25 000 alertes déclenchées par jour en moyenne. Évidemment, ça varie d'un jour à un autre. Je reviens avec une question business. Vous êtes en early stage, donc la réponse est peut-être non. Vous avez déjà un business model, vous facturez les clients par alerte, par... Ça, on est très content de pouvoir le faire depuis pas très très longtemps, puisque pour la petite histoire, donc le projet a commencé en août 2022, donc c'était sur du temps libre, etc. Et moi, pour les 4 premiers mois de 2024, donc de cette année-là, où on enregistre... Jusqu'à avril de cette année, oui. Ça. Et du coup, je me suis mis en congé création d'entreprise pour être full-time sur le projet, puisque donc en décembre dernier, décembre 2023, on n'avait pas de facturation, on ne pouvait pas facturer techniquement, on ne pouvait pas non plus facturer, on n'avait pas un produit vraiment bien assez fini pour aussi pouvoir facturer. Donc l'idée là, c'était de pouvoir implémenter les features qui nous manquaient et implémenter la facturation. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on peut facturer maintenant depuis février 2024 environ, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, dès le premier jour, on a eu notre premier client. J'étais personnellement très, très surpris, agréablement forcément. Et depuis, on a des petits clients assez régulièrement. Et le business model, c'est c'est de l'abonnement, forcément. Et on a 2 types d'abonnements. On appelle ça les pros et les premium. Donc, pro, c'est plutôt, on va s'adresser à les traders. Donc, c'est un petit peu l'offre principale. On va y avoir quelques features en plus par rapport à l'offre gratuite, parce qu'on a quand même une offre gratuite. Une offre gratuite aussi, oui. Et on a l'offre premium, qui elle c'est plus sur du B2B, parce qu'on a des features, c'est tout bête, mais on propose d'avoir un canal webhook. Donc techniquement, c'est pas très compliqué, mais les personnes qui vont chercher un webhook, on les catégorise un petit peu. C'est pas n'importe qui veut recevoir ces données via un webhook. Donc c'est vraiment on a designé nos 2 offres comme ça, la première plus trader classique, et la seconde plus chère forcément, qui va s'adresser à plus entreprise, c'est ça. Avec peut-être du single sign-on et des choses comme ça, ça va venir, en tout cas la demande risque de venir rapidement. On a aussi des features comme par exemple, on s'est rendu compte et beaucoup de gens nous ont demandé que la donnée que l'on produisait nous était très intéressante, qu'on stocke sur ces fameux événements aussi que l'on produit nous. Et en fait, on s'est dit, ce serait bien de mettre à disposition au business
directement d'avoir accès à nos données. Donc cet abonnement pro, il a aussi en fait le petit plus dedans, c'est qu'il a accès à notre API, qui est un peu en balbutiement, c'est un peu les débuts encore aujourd'hui. Ouais, c'est très bon pour ça. On essaye de mettre en place ce genre de choses, parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur cette donnée-là, la voir directement, pouvoir la récupérer, etc. Oui, c'est un moyen de monétisation également. Tu as parlé de CDK, votre Software Development Lifecycle, comme on dit en franglais. Je suppose que vous êtes en full infrastructure as code, full déploiement automatique, etc. Mais quels sont les choix que vous avez faits? Déjà, on a deux grosses parties différentes. Comme je disais, on a la partie analyse et on a la partie alerting. La partie analyse, là, ça va plus être du coup Sébastien qui va s'occuper de l'infrastructure. Donc, il utilise des technologies avec lesquelles il est plus à l'aise, Terraform en l'occurrence. Donc, on a une partie infra Terraform pour toute analyse, les lambda, Python, etc. Et côté alerting, comme je disais, on a du CDK. Toutes nos pipelines, c'est du GitLab CI. Et pour la partie alerting aussi, on peut travailler en monorepo. Parce que ce qui est bien quand on a CDK en TypeScript, c'est qu'on a aussi le back-end qui est en TypeScript, on a aussi le front qui est en TypeScript. Donc on peut avoir tout ça dans un monorepo. Et au passage, on utilise l'outil de... Je crois que c'est Vercel qui en fait ça. Mais j'ai plus le nom en tête. Je crois que c'est TurboRepo, un truc comme ça. Donc en fait, comme on a tous une codebase en TypeScript, pour infra, code métier, etc., bah, c'est plutôt facile de gérer tout ça. On peut mettre ça dans un seul repo GitLab. Et ensuite, bah, on a les pipelines qui tournent forcément à chaque déploiement, quoi, pour déployer automatiquement. Pipelines GitLab sont chez GitLab, chez vous sur de l'EC2 GitLab. Alors, ou chez nous c'est encore pire, c'est chez nous sur nos postes. Ça, c'est une petite magie. Si on veut déployer, faut pas oublier de lancer Docker sur nos ordi de travail, sinon on va pas déployer. Ouais, c'est une petite choix d'architecture. C'est un choix d'architecture ou c'est arrivé comme ça parce que c'est comme ça que vous l'avez buildé, vous n'avez pas encore eu le temps de cloudifier cette partie-là? Plutôt qu'on est arrivé à terme des pipelines sur GitLab en termes de temps, on y arrivait très vite finalement. Et en fait, on s'est rendu compte que pour économiser de l'argent, parce que c'est toujours une question d'argent, on était très bien aussi à les avoir fait tourner sur nos postes, ça marchait bien. On a fait un petit readme avec comment installer un runner local et ça fonctionne. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Vincent, on a aussi choisi une stack différente sur la partie analyse, parce que sur la partie analyse, il y a les scripts qui sont là, c'est la troisième personne qui travaille dessus, et cette troisième personne n'avait pas du tout de base sur le cloud, l'infrastructure as code, etc. Donc j'ai essayé de faire le plus générique possible pour lui permettre de juste avoir à mettre ses scripts dans les bons endroits. Et derrière, Terraform se gère lui-même de déployer la lambda en fonction des handlers qui sont créés, etc. Donc c'est vraiment pour essayer de rendre la chose le plus générique. Je l'avais en tête en Terraform, du coup on est parti sur du Terraform naïvement. Bah souvent c'est ça qui est le plus efficace, c'est partir sur des outils qu'on connaît, et pas nécessairement essayer d'adopter un outil, quitte à avoir plusieurs outils, même sur le même projet. C'est ça, les pipelines sont un peu longues aussi, enfin, on a beaucoup de temps de pipeline, parce que toutes nos lambdas sont déployées avec des images Docker. Parce qu'on a en fait des gros requirements que la plupart du temps on va mettre du pandas ou des choses comme ça dans le Python, ce qui fait des gros bousins, donc on peut plus les mettre. Assez volumineuses. C'est ça, on pouvait plus les mettre en zip, on dépassait la limite des requirements plus des sources, etc. qui sont dans les zip, je sais plus en tête, ça doit être 200 ou 250 des zippés si je me souviens bien. Du coup on est passé sur des images Docker sur toutes nos lambdas d'analyse. Ah ouais, c'est des lambdas costauds quand même. Ouais, mais ça fonctionne. Quand on est à plus de 250 mégas de Python, ça fait... Il y a aussi beaucoup, en fait, c'est les requirements qui sont énormes. C'est vu qu'on met Pandas dedans. Je crois que Pandas de tête avec NumPy, c'est quasiment 190 voire 200 mégas qui comptent dans la lambda. Tu montes rapidement. Donc ça laisse plus beaucoup de place pour le code. C'est du code qui n'a pas été pensé aussi pour la lambda de base, puisque ça a été codé de base pour un VPS pour que ça tourne, voilà. Donc il y a un certain portage, voilà, qui a dû être fait. Et d'ailleurs, le serverless, pour ça, aide beaucoup, puisque, comme disait Sébastien, la personne qui travaille là-dessus ne connaît pas vraiment le serverless, le cloud, etc. Et ça nous permet de le laisser un peu travailler, faire son petit truc, et on n'a pas à se soucier des serveurs, logiquement, puisque c'est en serverless.
Donc peut-être que ça nous coûte plus cher d'un point de vue compute pur, mais il y a aussi ce côté-là où on a une personne qui peut itérer, qui peut travailler dans son coin. Donc c'est aussi à prendre en compte dans la balance des coûts, je trouve. Est-ce que vous êtes pris des portes pendant le développement avec AWS? Enfin, est-ce qu'il y a eu des surprises? On a parlé des soft limits sur Lambda. Enfin, ça, c'est pas une très très grande surprise. Est-ce que vous avez eu des points d'achoppement, des choses qui ont été un peu plus difficiles à négocier techniquement? Je pense pour moi, l'un des sujets les plus embêtants, c'était lié au Lambda. Et en fait, quand on fait des appels aux exchanges crypto, forcément, on a une IP de sortie qui est celle d'AWS, et ça nous arrive de temps à autre que ces IP soient blacklistés exactement par ces exchanges. Donc du coup, on est obligé de passer aujourd'hui par des VPS ou des choses comme ça, ou des proxys, pour pouvoir récupérer notre adresse IP et faire ces appels aux différents exchanges. Et moi, j'ai en tête un autre produit qu'on a développé, qu'on a lancé, qu'on a arrêté au bout de 2-3 jours. Ça s'appelle un screener. Alors un screener, c'est comme un gros tableau. On a un maximum de crypto-monnaies dedans, avec pour chaque crypto-monnaie une donnée de trading. Donc c'est les mêmes données qu'on utilise pour l'alerting, mais juste là, en gros, on les rendait dans un gros tableau. Et ce tableau-là, on avait choisi de le faire dans DynamoDB. Et on mettait à jour, on consommait tous les événements qu'on avait détectés avec la partie analyse. Sauf que cette fois, au lieu de faire de l'alerting, hop, on a géré ça dans notre gros tableau. Et on s'est retrouvé, quand on faisait nos tests sur notre environnement de dev, ça fonctionne plutôt correctement, c'est plutôt bien, même s'il fallait un petit peu tordre les index DynamoDB. Mais quand on l'a lancé en prod, on l'a arrêté au bout de 2 jours parce que ça coûtait juste trop cher, parce qu'il y avait beaucoup de write en fait d'écriture dans DynamoDB, et ça représentait en fait une partie trop importante de nos coûts. Donc pour ça, on s'est dit, en plus c'était un outil gratuit qu'on voulait proposer, et on s'est dit, faut juste qu'on arrête, on va le remettre au bout du jour à un moment, on va en faire quelque chose, on va faire autrement techniquement, mais on peut pas se permettre de laisser tourner. Donc là, on va devoir passer sur une base relationnelle, peut-être de l'Aurora ou peut-être d'autres services. On n'a pas trop encore étudié la question. En tout cas, le screener sur DynamoDB, on arrête. Ça coûte un petit peu trop cher. Les choix d'architecture qui sont motivés par les coûts, c'est assez intéressant. Et évidemment, c'est des problématiques très spécifiques au cloud. Quand on est on-prem ou dans un VPS, on ne se rend pas compte. On développe et là il faut quand même faire des choix qui ont du sens en termes de facturation à la fin du mois. À propos de choix et de facturation, sur quoi vous travaillez pour le moment? Quel est l'avenir que vous voyez techniquement de la plateforme? Quels sont les gros axes d'amélioration auxquels vous pensez? Comme je disais au début, on aimerait bien être une plateforme à terme, vraiment une plateforme au sens plus large, et faire plus que de l'alerting. Donc sur le produit d'alerting en lui-même, il est plutôt bien abouti, même si on a encore en tête là, des petites idées de refaire un peu l'interface, puisque le gros challenge finalement pour l'alerting, c'est de réussir à bien faire comprendre en fait ce qu'on fait aux utilisateurs, qu'ils arrivent bien à se retrouver, à bien paramétrer ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent. Donc il y a un axe d'amélioration à ce niveau-là, mais le gros sujet, la grosse question, c'est on aimerait bien faire plus que de l'alerting, avoir des graphiques, le fameux screener dont j'ai parlé, on aimerait bien aussi les revoir. En fait, c'est prendre les données qu'on a déjà, et on fait de l'alerting avec, on aimerait bien faire d'autres produits, d'autres outils, d'autres services avec ces données-là. Finalement, c'est un sujet de valorisation de données au sens large, finalement, mais on s'est rendu compte qu'on peut faire d'autres choses avec toutes ces données-là. Le problème, forcément, c'est l'argent. Donc là, si on reste dans notre coin, ça va être difficile d'amener le projet aussi loin qu'on aimerait. Donc on est un peu en recherche de partenaires, on va dire, qui pourraient nous apporter les ressources qui nous manquent. C'est tout le mal que je vous souhaite. 25 000 alertes par jour générées sur CoinAct, Coin comme coin en anglais, COIN Act, coinact.gg, une plateforme d'alerte pour les traders de crypto-monnaie. Vincent et Sébastien, merci pour vos explications super claires. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.